3, 2, 1. Here we go! Bonjour à toutes et tous, ou rebonjour à vous qui nous rejoignez dans cet espace conférence dédié aux conférences dans le cadre de cette édition Cyclo Vichy 2022. Séquence conférence pendant laquelle nous parlerons de la ville de nouveau, comme nous l'avons fait en d'autres circonstances et pour d'autres tables rondes. En ville, prenons soin aussi de nos cours d'eau. Une conférence organisée par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne qui consistera en une suite de présentations en 2 temps, suivi d'un échange avec vous qui êtes présents parmi nous et qui pourrait interpeller nos différents intervenants. Alors pour commencer, je voudrais proposer à nos 3 premiers invités de me rejoindre sur cette estrade. Monsieur Jacques Mourin, qui est chargé de mission cours d'eau à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Monsieur Olivier Siméon, qui est chargé d'intervention spécialisée délégation alliée Loire-Amont de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Et enfin, monsieur Mathieu Boisseau, qui est directeur milieu aquatique et prévention des inondations de Vichy Communauté. Bonjour messieurs, je vous laisse vous installer, monsieur Boisseau. Le temps pour moi de vous rappeler en quelques mots le contenu de nos échanges et de vos interventions, car nous parlerons globalement d'amélioration de la qualité des cours d'eau en milieu urbain. Par exemple, vous nous expliquerez, messieurs et mesdames qui suivraient, pourquoi et comment il est possible de faire revivre un cours d'eau dans la ville, un îlot de fraîcheur, un réservoir de biodiversité, un accès à la nature, soit autant de sources de bien-être pour les citadins et les riverains, jusqu'à redéfinir l'identité parfois d'un bourg ou d'un quartier. Mais alors comment faire pour contribuer ainsi à améliorer la qualité de vie des habitants et la qualité surtout des cours d'eau, pour commencer? Au programme de vos présentations, donc, divers éléments de contexte suivis d'exemples de réalisation en région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà pour le contenu de vos interventions qui vont suivre, avec pour commencer celle de M. Mourin, chargé de mission cours d'eau à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, qui va nous parler des enjeux, au sens large, de la restauration de la qualité des milieux aquatiques en zone urbaine. Oui, merci, bonjour. Donc je vais vous parler, quand on évoque le sujet de restauration de cours d'eau, en fait si on restaure les cours d'eau, c'est vraiment pour restaurer leur fonctionnalité, leur service rendu. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on va se pencher sur ces questions. On va investir dans la restauration des cours d'eau. Et les cours d'eau urbains, donc on va se situer sur les grandes villes, mais aussi ce que vous pouvez connaître dans les plus petites communes, sur des traversées de bourgs. C'est un cas qu'on a beaucoup sur le bassin Loire-Bretagne. Alors les cours d'eau, jusqu'à assez récemment, ils ont surtout servi d'égout, de transfert et d'évacuation de pollution dans nos villes. Ici, on voit une image de Londaine au Chambon-Feugerolles en mars 1953. Et on peut voir sur cette image, quand on analyse un peu, une activité. Les berges du cours d'eau servaient de basse-cour. On voit aussi des déchets dans le cours d'eau. On voit ce qui pourrait s'apparenter à de la vaisselle cassée. Alors, il y a ce qu'on voit à l'image et il y a bien sûr tout ce qu'on peut imaginer, certainement, dans ce cours d'eau. Et puis, les villes s'étendent, les villes se densifient et donc on a cette évolution, cette volonté de construire plus près du cours d'eau ici. On voit un immeuble flambant neuf à Rennes en 1963. Alors, on voit déjà que les berges du cours d'eau ont été aménagées. Elles sont talutées en pente douce. Il y a eu des interventions de pelles pour faire ça. On le voit très bien. Mais déjà, se profile le long de ce cours d'eau une promenade. Alors, sans doute déjà une attention sur la qualité de vie en ville et près de ces nouvelles habitations. Des nouveaux habitats à l'époque pour des habitants plutôt privilégiés dans ces villes. Et puis, les cours d'eau dans la ville, alors je l'ai dit, il y avait cette pollution, il y avait aussi parfois des conséquences des inondations. Alors on s'est dit, on va les cacher. Comme ça, on ne va plus voir la pollution. Et puis surtout, on pourra construire par-dessus. On manquait de place.
Ici, on a des chantiers de couverture d'un cours d'eau à Aubagne en 1964. Alors 1964, c'est aussi une loi qui créait les agences de bassin. À l'époque, on ne savait pas forcément traiter ces pollutions, donc on a recouvert. Alors peut-être qu'à l'époque, on a pu se dire, comme ce sera recouvert, on ne verra plus la pollution, donc problème réglé. Et puis, pour les inondations, on peut s'être dit à l'époque, ça va passer sous la route, donc on est tranquille. Bon, loupé. 4 ans après, à Aubagne, il y a encore des inondations très importantes sur ce quartier. Là, c'est dans des villes, des grandes villes, des villes moyennes, mais les petites villes ne sont pas en reste. Ici, à Vic-sur-Cère, dans le Cantal, en 1976, des travaux de busage qui paraissent qui sont photographiés pour la presse locale. Donc on voit ces busages qui ont été massivement utilisés dans ces années dans le bourg, en fait, dans cette traversée de bourg. Mais il n'y a pas que dans les bourgs, puisque ensuite on a eu tout un tas de sites industriels, mais aussi de culture et de prairies, ce que j'appellerais le busage de plein champ, qu'on a pu voir à partir de ces années-là. Pour revenir au site industriel, on a bien sûr la question des friches en ville. Ici, c'est une friche industrielle à Dol de Bretagne. C'était un site avec des anciennes tanneries, des activités très polluantes d'ailleurs à l'époque. Et sur ce site, alors les travaux sont en cours depuis cet été pour débuser ce cours d'eau. On est à proximité de la ville. Et l'idée, c'est vraiment de réouvrir ce cours d'eau pour éviter de nombreux problèmes qui étaient connus sur le secteur. Alors, les problèmes, ils sont connus sur ces cours d'eau enterrés. Et ils sont connus surtout depuis 1989 et la parution du rapport Ponton, du nom d'un des ingénieurs qui a conduit ce rapport. C'est un rapport chargé de faire la lumière sur les causes d'inondations catastrophiques qui avaient eu lieu à Nîmes 6 mois plus tôt. On parle de 9 morts, plus de 50 000 sinistrés. Donc vraiment un événement dramatique qui a été très marquant lors de cette année 88. Et dans ce rapport, je vais vous lire un extrait qui me tient à cœur. On est donc en 1989. Je vous lis l'extrait. Les emprises des cours d'eau devraient être acquises par la collectivité et ils devraient être laissés à ciel ouvert avec des lits largement dimensionnés. Leurs abords gagneraient à être aménagés pour l'agrément des populations. On est ici en 89. Donc il était en avance. En avance, mais ça fait 33 ans que dans ce rapport, on sait aussi que les cours d'eau busés, notamment en ville, aggravent les dégâts lors des inondations. Ça fait 33 ans que c'est un fait officiellement en France. On reconnaît ce point-là. Alors il y a beaucoup de villes qui sont concernées actuellement. Il y a beaucoup de villes qui probablement vont l'être dans le contexte du dérèglement climatique. On parle de phénomènes plus fréquents, plus intenses. Ici, la ville de Morlaix, le plan de prévention des risques inondations identifie bien les zones inondables dans le centre-ville avec 2 cours d'eau qui se rejoignent au niveau du centre urbain et donc avec des problématiques de cours d'eau busés et d'accélération des flux. Alors pour synthétiser de manière générale, les cours d'eau étaient plutôt vus à une époque comme des collecteurs d'égouts, sources de nuisances pour les riverains. On a connu une époque d'extension urbaine, d'artificialisation, avant une prise de conscience et de la renaturation pour des villes durables. J'en veux pour preuve en 2020 la parution d'un guide technique sur la réhabilitation des petites rivières urbaines, donc d'un travail national avec un groupe piloté par l'ASTE, grâce à des financements aussi de l'Office français de la biodiversité, et donc des techniques et des travaux qui se développent sur le bassin Loire-Bretagne, mais aussi à l'échelle nationale et mondiale. Alors pourquoi l'Agence de l'eau s'intéresse à cette thématique et quels sont les enjeux? Alors, c'est vraiment très vaste et la restauration des cours d'eau urbains, notamment leur remise à ciel ouvert, est vraiment à la croisée de nombreux enjeux. Alors, il y a la question de
bien sûr d'améliorer la qualité de l'eau, hein, c'est pour ça que l'agence de l'eau travaille, c'est améliorer la qualité des masses d'eau, aussi la quantité d'eau, hein, parfois en pouvant remettre de l'eau dans le sol, que l'eau puisse s'infiltrer bien sûr et puisse être restituée dans les périodes de basse d'eau. Mais aussi on va à la fois travailler sur la lutte contre les îlots de chaleur en ville, hein, ces endroits où la température reste élevée, hein, même la nuit, hein, il y a cette restitution de chaleur et où la température ne baisse pas. Donc on va lutter contre ces îlots de chaleur. On va aussi lutter contre les conséquences d'inondations. Et puis un autre volet, ça va être vraiment la participation des citoyens. La participation au projet d'aménagement urbain, mais aussi la participation pour améliorer son cadre de vie. Le cadre de vie, c'est quelque chose qui est important maintenant sur les travaux en ville. On le voit, c'est une attente sociétale. On ne veut plus cacher les cours d'eau, on ne veut plus du béton. Donc on a ces projets qui peuvent se mettre en place. Et aussi, bien sûr, pour l'économie. C'est un point important, c'est un point aussi qui a l'attention de certains décideurs. Les analyses socio-économiques qui ont été réalisées sur le bassin Loire-Bretagne ont montré l'intérêt économique d'agir pour restaurer les cours d'eau. Hein, on voit vraiment concrètement que parfois ne rien faire, eh bien, ça coûte cher. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de mettre en avant et qui commence à être compris de plus en plus. Et puis bien sûr, c'est restaurer les milieux aquatiques pour avoir des cours d'eau, des zones humides fonctionnelles, pour une biodiversité renouvelée, retrouvée, qui puisse s'installer dans ces milieux. Voilà, j'en ai fini pour cette Merci Monsieur Mourin pour ces rappels et vous avez ainsi nous avez proposé le décor dans lequel pourront se poursuivre les présentations et les échanges, à commencer par la présentation d'Olivier Siméon qui est chargé d'intervention spécialisée à la délégation alliée Loire-Amont de l'Agence de l'eau, Loire-Bretagne, et qui va nous parler de la politique d'intervention de l'Agence en faveur des milieux aquatiques. Allô ? Oui, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Olivier Siméon. Je travaille à la délégation alliée Loire-Amont de... Oui, merci. Excusez-moi. Je travaille à la délégation alliée Loire-Amont de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, donc délégation régionale qui est basée à Landes, dans le Puy-de-Dôme. Voilà. Et moi, je vais vous parler plus particulièrement de la politique d'intervention de l'agence en faveur des milieux aquatiques pour aller vers le cas particulier de la restauration des cours d'eau en ville, qui fait partie de cette politique d'intervention. En illustration de cette première diapo, j'ai mis plusieurs exemples de projets qui ont été cofinancés par l'Agence de l'eau. Sur l'image de gauche, vous voyez, ça c'est à Saint-Nectaire, c'est la renaturation d'un petit torrent, une petite rivière qui passait à l'intérieur d'un parc au plein cœur du centre-ville de Saint-Nectaire. Il y avait donc eu un reméandrage, avant le cours d'eau y tirait tout droit, et vous voyez au fond un petit pont, et là il y avait un gros seuil, donc le seuil a été démoli et maintenant il n'y a plus d'obstacle à la continuité écologique. Et l'autre image, bon, c'est pas du tout le même contexte, c'est en altitude sur les hautes chaumes du Forêt. C'est la mise en place d'un abreuvoir pour que les bovins n'aillent pas boire les pattes dans le cours d'eau et abîment les bords du cours d'eau. Bon, là, on n'est plus en ville, mais ça vous montre un peu l'étendue de l'intervention de l'Agence de l'eau. Voilà. Alors, pourquoi l'intervention de l'Agence de l'eau? Elle répond à un grand objectif national et même européen. C'est l'atteinte des objectifs de la directive cadre européenne sur l'eau qui date de 1992, donc il y a 30 ans déjà, et qu'en droit français, les États, enfin la France a décliné chacun dans un bassin qui correspond aux 6 grands fleuves français, donc 6 grands fleuves et 6 agences de l'eau, donc 6 DAGE. Et donc, outre l'atteinte des objectifs de la directive européenne, la DCE, les objectifs répondent à l'atteinte des objectifs du SDAGE, SDAGE Loire-Bretagne, qui est établi pour une période de 6 ans.
Donc ça, l'orientation principale, c'est donc ce SDAGE. Et on a aussi un deuxième objectif secondaire qui est la solidarité avec les territoires ruraux les plus défavorisés. Donc avec des aides qui sont formatées pour les territoires ruraux. Voilà. Donc l'intervention de l'agence se décline dans des programmes de 6 ans qui répondent chacun aux SDAGE qui ont eux-mêmes une durée de 6 ans. Et on l'a conçu de manière incitative avec des taux d'aide assez intéressants pour que ça puisse déclencher la décision de faire de la part des porteurs de projets. Un programme sélectif, c'est-à-dire qu'on n'aide pas tout, on va aider principalement les actions qui vont le plus concourir à l'atteinte du bon état. Programme territorialisé, c'est-à-dire qu'on va plus, notamment dans le domaine du milieu aquatique, s'intéresser à des actions concertées dans des territoires sélectionnés et volontaires, dans lesquels on élabore ce qu'on appelle des contrats territoriaux. Voilà. Alors, pourquoi on fait tout ça? C'est pour contribuer à l'atteinte du bon état des eaux. Aux échéances, il y a eu 3 échéances, 2015, 2021, 2027. Bon, de 2015 et 2021 sont passés, donc les objectifs n'ont pas été atteints. Il reste des objectifs pour 2017. Qui sont d'avoir en France, sur le territoire Loire-Bretagne, correspondant à celui du SDAGE, 62% de cours d'eau dits en bon état. Pour les plans d'eau, l'objectif est moins ambitieux, c'est 38%. Il y a un objectif pour les eaux côtières, mais là on n'est pas concerné, c'est simplement le littoral. Donc Vichy, on est assez loin du littoral, donc on ne va pas s'étendre. Il y a aussi des objectifs. Alors, le bon état des eaux, c'est à la fois le bon état écologique et le bon état chimique. Alors, donc, je vous ai présenté les objectifs pour le bon état écologique. Pour le bon état chimique, ça concerne surtout les masses d'eau souterraines. Donc, l'objectif est de 89% pour les masses d'eau souterraines. Mais là, on ne va pas en parler plus, parce qu'aujourd'hui, on va parler de cours d'eau, donc des masses d'eau superficielles. Donc, voilà. Alors, concernant ces cours d'eau, vous voyez, on est assez loin de l'objectif. On doit atteindre 62% théoriquement en 2027. Et actuellement, avec le dernier état des lieux qui est fait tous les 3 ans, en 2019, on avait constaté seulement 24%. Donc, on n'a même pas à la moitié de l'objectif. Ce qui laisse augurer qu'en 2027, ce pourcentage de 62% ne sera pas atteint. Quand bien même les porteurs de projet et l'agence déploient des efforts particuliers pour faire les travaux qui concourent à l'amélioration de ce pourcentage. À droite, vous avez un camembert qui vous donne la répartition des masses d'eau en fonction de l'état des eaux. Donc, on retrouve le pourcentage de 24% pour le bon état, avec 23% pour la catégorie bon état et 1% pour le très bon état. Mais par rapport aux SDAGE, le très bon état, c'est bien, mais ce n'est pas l'objectif principal. L'important, c'est d'avoir le maximum de masse d'eau en bon état, donc le vert plus le bleu. On peut essayer de travailler prioritairement sur les masses d'eau qui sont proches du bon état. Donc ça correspond un peu à ce qui est à la partie en jaune, 40% de masse d'eau en état moyen. Donc on va essayer de faire basculer un maximum de masse d'eau de couleur jaune à la couleur verte. Voilà. Alors, le programme de l'agence, il s'articule en plusieurs piliers. Le plus gros, c'est l'assainissement. On en a un sur les cours d'eau, les zones humides et la biodiversité. C'est une priorité de notre programme d'intervention. L'objectif, c'est restaurer la qualité de l'eau, non seulement la qualité physico-chimique et biologique, mais aussi la qualité de ce qu'il y a autour de l'eau, c'est-à-dire les berges, le fond du lit, la rivière, les zones humides. Donc pour ça, on tient en compte de tout ce qui se passe dans le bassin versant et on conçoit des opérations coordonnées à l'échelle d'un bassin versant, d'une rivière ou d'un fleuve ou d'un ensemble de cours d'eau jusqu'à un exutoire. Voilà. On tient compte bien sûr de l'évolution du climat qui rend les choses plus difficiles parce que le climat change, donc il y a moins d'eau dans les cours d'eau, donc on a plus de problèmes avec l'hydrologie, avec des problèmes de base d'eau, de réchauffement des eaux.
Donc, comment dire, on a des facteurs d'évolution qui font que l'atteinte des objectifs est de plus en plus difficile. Voilà. Bon, pour autant, on ne baisse pas les bras et on continue à favoriser des politiques avec des actions concertées, donc des opérations coordonnées sur un secteur avec le concours d'acteurs locaux et de maîtres d'ouvrage motivés. Alors, rapidement sur le 11e programme de l'agence. Donc le 11e programme, c'est comment l'argent des redevances est redistribué en termes de subventions. Donc, vous voyez, j'en ai parlé tout à l'heure sur la partie qui est en violet. Vous avez sur un budget de 2,3 milliards d'euros pour 6 ans, à peu près 25% pour la lutte contre la pollution domestique. Donc, c'est les actions en faveur de l'assainissement. Et ce qui nous concerne pour l'exposé d'aujourd'hui, c'est surtout ce qui correspond à l'encadré qui est en rouge, donc le secteur vert, restauration des milieux aquatiques et préservation de la biodiversité, 312 millions d'euros, donc ça fait à peu près 50 millions d'euros par an, c'est à peu près 15% de ce budget total. Voilà. Voilà. Bon, là, il y a peut-être beaucoup de choses. C'est pour vous dire, sur les aides aux milieux aquatiques, on agit sur plusieurs types de travaux, donc travaux de restauration de cours d'eau et de zones humides. On fait des contrats territoriaux, donc on finance de l'animation, donc des postes d'animateurs, de techniciens de rivière, techniciens agricoles. On peut financer des acquisitions foncières qui permettent de faire les travaux de restauration. Sur les zones humides, outre les acquisitions, leur restauration, on peut financer l'inventaire des zones humides, parce qu'il faut commencer par ça avant de pouvoir intervenir sur les zones humides. Le mieux, c'est de les inventorier le plus finement possible. On a des actions spécifiques en faveur de la biodiversité, mais pas toute la biodiversité. La biodiversité qui est inféodée au milieu aquatique. Hein. Je prends des exemples, le triton crêté, les moules perrières, les petites bébêtes comme ça. Ouais. Voilà. On a aussi des aides pour les poissons migrateurs, surtout sur l'axe de l'Allier et de la Loire. Et la restauration de la continuité écologique qui consiste à équiper ou à raser, faire sauter les seuils qui contrarient la progression des poissons et puis le libre transit des sédiments charriés par les cours d'eau. Je suis peut-être allé un peu vite. Oui. Je vais vous proposer de conclure, Monsieur Siméon, si vous le voulez bien, en tout cas, parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir. Oui. Et puis, je voudrais qu'on puisse préserver un petit temps d'échange, comme convenu, avec nos spectateurs, auditeurs. Oui. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on... Bon, je vais terminer très vite. Donc là, c'était juste la visualisation de l'état actuel des masses d'eau. Donc vous voyez qu'on a encore pas mal de taches rouges. Donc c'est les parties qui sont en très mauvais état. Du vert, donc le bon état déjà atteint, on le trouve surtout sur les têtes de bassin. Donc les parties en vert, et on a encore beaucoup de taches jaunes, donc c'est là-dessus qu'on met la priorité pour convertir tout ça en couleur verte. Et donc le fer de lance de l'action de l'agence sur le milieu aquatique, la priorité c'est la correction des altérations hydromorphologiques, donc les atteintes aux cours d'eau. On le fait essentiellement dans le cadre des contrats territoriaux, plus ambitieux qu'avant. C'est-à-dire que dans les précédents programmes, on finançait des contrats de restauration où c'était essentiellement de l'entretien de bords de cours d'eau, du toilettage. Maintenant, on s'intéresse surtout aux grosses opérations de type découverture de cours d'eau, reméandrage, tels que les exemples qui vont vous être présentés tout à l'heure. Donc on le finance avec des taux importants, souvent 50%, et ça ne nous empêche pas de financer en complément dans un contrat territorial des actions d'impact moins importants, mais auxquels les porteurs de projets tiennent, de façon à ce qu'on ait un projet territorial cohérent sur lequel on agit pendant 5 ans. Voilà. Je vous remercie.
Merci Monsieur Siméon, Olivier Siméon, chargé d'intervention spécialisée à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Pour continuer, Monsieur Boisseau, Mathieu Boisseau, qui est parmi nous, vous êtes directeur milieu aquatique et prévention des inondations à Vichy Communauté. Vous allez nous parler de travaux menés sur la confluence du Sarmont et la restauration de l'annexe hydraulique dans le cadre du contrat territorial Val d'Allier alluvial. Des travaux réalisés et prévus en milieu urbain, donc dans le cadre de ce contrat territorial des affluents vichysois de l'Allier, plus concrètement. Exactement. Bonjour à tous. Donc là, encore une fois. Voilà, donc moi effectivement le sujet que je vais aborder, c'est peut-être même un petit peu plus largement, c'est la stratégie que Vichy Communauté et les communes qui la composent ont mis en place pour la gestion et ce que représente une rivière comme la rivière Allier en milieu urbain et au-delà dans l'agglomération. Pour rebondir peut-être sur ce qu'a présenté Jacques Mourin, c'est vrai qu'avec une rivière en ville, on jongle toujours un peu entre les atouts qu'elle représente pour le territoire et puis les contraintes aussi qu'elle représente. Alors des atouts, ils sont évidents, il les a rappelés, c'est une question de cadre, c'est une question d'espace récréatif qu'elle peut représenter. Voilà, et puis c'est aussi des contraintes. On voit ici le lac d'Allier. Alors je n'ai pas de pointeur, mais elle est orientée, le sud est à droite et le nord à gauche. Et on voit bien aussi que ça représente potentiellement une contrainte en termes de déplacement dans une agglomération d'une certaine taille. Et puis une rivière, souvent ça érode ses berges, souvent ça déborde. Et donc en milieu urbain, ça peut poser un certain nombre de soucis. Donc effectivement, on jongle entre atouts et contraintes, mais pour autant, il y a eu le revirement qu'il a évoqué à une certaine période. Et pour nous, on peut ramener ça au début des années 2000. Si on remonte un petit peu avant, pour revenir à la contrainte, la ville de Vichy s'est construite au bord de l'Allier. Et assez vite, il a fallu qu'elle se défende contre les inondations. Et donc, Napoléon a fait ériger une digue qui se trouve en rive droite et qui protège Vichy. Mais si on fait un grand bond en avant, après l'avoir longtemps considéré peut-être comme une contrainte, on est revenu à des usages plus favorables et au fait de lui retrouver une fonction qui soit plus agréable pour les habitants et qui soit éventuellement un support de développement économique. Donc dans la stratégie qu'a développé le territoire autour de la rivière Allier, finalement c'est relativement simple. Au début des années 2000, sur la partie gauche de l'écran, vous voyez que ces analyses qui ont été faites, elles révèlent en fait différents faciès pour la rivière Allier dans la traversée de l'agglomération de Vichy et essayer de tirer parti de ces différents faciès qui alternent tantôt des secteurs qui sont plutôt préservés ou tantôt plutôt complètement urbanisés, comme c'est le cas autour du lac d'Allier. Et donc la stratégie, assez simplement, ça a été d'essayer de à la fois tirer parti de cet atout et de développer certains aspects, que ce soit pour des usages récréatifs, sportifs ou touristiques, et puis de gérer ce qui pouvait être perçu comme des contraintes, la capacité de la rivière à divaguer, et puis de donner davantage de place à la biodiversité et d'essayer de restaurer ce qui pouvait être restauré dans la traversée de l'agglomération. Sur la partie droite de l'écran, vous voyez donc, pour aller plus concrètement dans l'aménagement dont je vais vous parler un petit peu plus en détail, à partir de ce constat de la nécessité de restaurer et en même temps de développer, la ville de Vichy s'est engagée la première avec le soutien d'un certain nombre de partenaires, dont l'agence, dans une opération de réhabilitation de la rive droite du lac d'Allier, avec un choix qui était à faire à ce moment-là. On a une rivière qui a été sévèrement canalisée dans les années 60 à la création du barrage et du lac. Et la ville, et l'agglomération d'ailleurs par la suite, auraient pu faire le choix de refaire du génie civil et de restaurer le génie civil tel qu'il avait été conçu à l'époque. C'est un choix différent qui a été fait parce que le temps avait passé et il y avait la volonté de transformer le paysage, d'intégrer davantage cette question du corridor écologique dans la ville et de créer autre chose et de
faire en sorte aussi que l'urbanisme et cette opération d'aménagement ramènent davantage les gens vers la rivière. Voilà, que les habitants se réapproprient aussi davantage cet espace qui avait peut-être été un peu délaissé. Donc pour arriver sur la rive gauche du lac d'Allier sur laquelle nous nous trouvons, vous voyez en rouge sur cette carte l'ensemble de l'espace sur lequel on est intervenu dans un projet, comme il le soulignait tout à l'heure, qui évidemment a plusieurs facettes. À la fois on est en ville, donc il faut en même temps traiter des problématiques urbaines, de déplacement, de loisirs, de gestion de risque, de culture du risque aussi, puisqu'on a intégré un certain nombre de choses sur ce point-là. Et puis en même temps, il faut redonner cette fonction de corridor écologique qu'elle avait quelque peu perdue dans la traversée de l'agglomération. Donc on est intervenu sur plus de 7 km de linéaire de rivière. Et en termes de restauration écologique des berges, c'est plus de 3,5 km de berges qui ont été restaurées. Alors on est sur une rivière qui est relativement importante. Aujourd'hui, il a un peu plus, on a 30 mètres cubes par seconde de débit dans la rivière Allier. La crue centenale, c'est 3650. Donc on a essayé le plus possible de travailler en restauration des berges par des techniques de génie végétal, mais il était quand même nécessaire, compte tenu de cette dynamique de la rivière et des enjeux qui se trouvent autour, de rester la plupart du temps sur des techniques de génie végétal mixte. Donc vous voyez les profils un peu types. Donc on a une partie en enrochement en base, mais ça nous a quand même permis d'intervenir sur les linéaires que vous voyez en rose, en restaurant largement la berge qui était dans un état pas très favorable, très abrupt, avec des enrochements, beaucoup de présence d'espèces invasives. Et donc on est revenu sur des profils beaucoup plus doux de pente, on a réinstallé des plantes hélophytes, on a éliminé de tous ces secteurs la renouée du Japon, plante bien connue à laquelle on n'avait pas échappé ici. Et puis sur la partie droite de l'écran, vous voyez effectivement l'annexe hydraulique qu'on a créée en tête en limite d'influence de la retenue du barrage. Et voilà, ça constitue du coup une zone de frais qui est relativement intéressante, telle que vous pouvez la voir à l'écran. Donc vous avez le plan d'aménagement sur la gauche. Et puis à la toute fin des travaux, la première photo au centre. Et puis, il y a quelques jours, en fait, la photo sur la droite, avec, j'y reviendrai, quelques petites difficultés qu'on a eues dans la phase des travaux qui se sont faits en 2018-2019, avec un printemps extrêmement sec en 2019, et du coup, quand même, quelques difficultés pour les végétaux à s'installer la première année, et la deuxième aussi, d'ailleurs, parce que c'était pas mieux en termes de sécheresse printanière en 2020. Quelques images avant-après pour illustrer. Là, on est juste en amont du pont de Bellerive. Voilà, pour vous montrer à quoi ça ressemblait avant. On voit effectivement les enrochements, beaucoup de renouées sur la partie gauche de la photo, des bâtiments qui étaient construits trop près de la berge, et puis un certain nombre d'essences d'arbres qui ne sont pas forcément souhaitables en bord de cours d'eau. Voilà, donc on a repris l'ensemble de ces secteurs pour arriver au résultat qu'on voit aujourd'hui dans une configuration un peu particulière, puisque le plan d'eau est particulièrement bas en ce moment. C'est pour ça qu'on voit apparaître davantage les enrochements, mais on voit bien que les plantes hélophytes ont bien profité depuis la mise en place des travaux. On voit aussi comment le paysage s'est ouvert et voilà, que c'est un petit peu plus structuré peut-être qu'auparavant. Pour ce qui est de la confluence du petit affluent qui s'appelle le Sarmon, donc affluent de rive gauche de la rivière Allier, vous le voyez ici là, dans sa configuration préalable aux travaux, relativement rectiligne. On voit sur la photo de droite la berge telle qu'elle était conçue auparavant, avec une confluence qui avait finalement très peu d'intérêt en termes de cours d'eau, et même d'un point de vue fonctionnel, en termes de promenade, elle fonctionnait pas très bien. Les grands arbres que vous voyez derrière sont classés invasifs. Ce sont des ptérocariés du Caucase qui fermaient complètement en fait le cours d'eau,
dont certains habitants ignoraient même jusqu'à l'existence, tellement on ne le voyait plus. Voilà, donc ça a permis, les travaux ont permis de le redécouvrir complètement, de le rouvrir complètement. Les photos sont assez évocatrices. Les deux premières sur la gauche sont juste à la fin des travaux et la dernière est beaucoup plus récente. On voit bien que les saules qui ont été implantés sur place ont pris une bonne place. On a fait reméandrer le cours d'eau, on lui a redonné un profil de pente un peu plus favorable pour qu'il soit moins soumis à l'influence du lac d'Allier dans la zone de confluence. On l'a légèrement réorienté et là on est en technique de génie végétal et ça a très bien fonctionné. Et on les a même éprouvés en temps de crue en juin l'année dernière. Et voilà, pour être tout à fait transparent, la seule partie de la restauration qui n'a pas tenu, c'est la partie de génie civil qu'on avait été obligé de conserver. Donc voilà, un vrai plaidoyer pour le génie végétal. Quelques mots enfin, du coup, sur peut-être pour revenir sur la perception des habitants, des usagers du site après ces travaux. Là, c'est un aménagement qui est très apprécié parce qu'il a permis de mieux organiser, structurer, répondre à un certain nombre de besoins là, urbains, d'habitants, touristiques, de besoins sportifs, qu'ils soient amateurs ou athlètes. Voilà, on accueille une compétition emblématique qui s'appelle l'Ironman et les athlètes de l'Ironman ont labellisé l'Ironman de Vichy comme le meilleur du circuit Ironman. Voilà, notamment parce que le cadre qu'ils y trouvent est particulièrement agréable. Une transformation du paysage qui est effectivement manifeste, évidente, appréciée. Voilà, vous direz ce que vous en pensez. Et qui a d'ailleurs été reconnue parce qu'elle a fait partie des critères qui ont été pris en compte par les inspecteurs de l'UNESCO. Voilà, oui. De l'ICOMOS qui ont effectivement entériné cette notion de paysage thérapeutique qui fait partie des critères du classement. Un sujet quand même avec les habitants, les usagers, c'est cette question de qu'est-ce que c'est que la nature en ville en fait, et peut-être une perception qu'ont encore les habitants ou certains que c'est quelque chose d'assez jardiné finalement, qu'il faut que ce soit entretenu et qu'il n'y ait pas grand-chose qui dépasse. Voilà, ça doit aussi nous amener à réfléchir à la fois dans la gestion et puis peut-être dans la pédagogie qu'il faut développer auprès des habitants. Et puis comme sur tous les projets, quelques conflits d'usage sur ce site qui est très très fréquenté. Et donc voilà, on a des périodes où le week-end de l'Ironman, on a 15 000 personnes qui transitent sur la rive. Donc il y a effectivement une pression d'usage, un peu de déchets par endroit, un peu de conflits entre les usagers. Et voilà. Et côté gestionnaire, maître d'ouvrage, qu'est-ce qu'on tire comme bénéfice ? Évidemment, c'est très intéressant. Alors j'ai évoqué la question du génie végétal et de son comportement en crue, son intérêt paysager aussi, c'est très intéressant pour nous. En termes d'entretien, c'est tout à fait gérable. Le suivi des invasifs, qui a été un vrai sujet pendant les travaux, et pour le moment, ça a donné plutôt d'assez bons résultats, que ce soit sur les arbres, acacia, ptérocarrier ou la renouée du Japon. Donc voilà, mais ça nécessite des moyens, donc on ne peut pas forcément le développer partout. On a besoin, nous, de notre côté, de faire des inventaires, probablement à nouveau faune-flore, pour mieux qualifier les bénéfices de cette opération de restauration. Donc, on a programmé des inventaires piscicoles dans l'annexe hydraulique l'année prochaine. Voilà, et puis je passe sur les autres aspects. Et puis cette opération, elle est emblématique. Il y a un aspect dont je pourrais parler qui est la perception des élus aussi. Évidemment que les premiers aménagements qui ont été faits, ils ont été très démonstratifs. Ça a été un vrai succès. Et donc, c'est beaucoup plus facile par la suite d'intégrer d'autres choses dans les stratégies qu'on développe, que ce soit d'aménagement pur, d'aménagement urbain ou dans les opérations qu'on développe à travers les contrats territoriaux que l'agence soutient, plus de restauration écologique du cours d'eau. Et voilà, quelques images pour vous montrer qu'on a encore d'autres perspectives de projet, que ce soit sur le Sichon, l'affluent principal de
de la rivière Allier en rive droite, sur le Mourgon à Saint-Germain-des-Fossés, ou sur la partie amont du Sarmont que vous voyez dans la petite photo centrale. C'est-à-dire que nous, on a restauré 150 mètres de la zone de confluence, mais un peu plus haut en amont. Il a ce triste visage qu'on va essayer d'améliorer à l'avenir. Et puis voilà, ça c'est un des prochains grands projets avec une image de ce que ça peut devenir, là aussi dans une approche de projet urbain multifacette, mais avec une dimension fonctionnalité urbaine évidemment, bénéfice pour les habitants, mais aussi prise en compte d'une amélioration du fonctionnement du cours d'eau en ville pour tout ce qu'il représente et que vous avez évoqué, îlot de chaleur, aspect récréatif, etc. Voilà. Merci. Monsieur Boisseau, juste avant de passer à la séquence suivante, je me permettrai de vous poser une ou deux questions là, que vous m'avez inspirées à l'occasion de vos présentations. Vous venez d'insister sur le fait que les Vichysois étaient encore assez attachés à un paysage plutôt jardiné que... oui, je vous laisse prendre votre micro. Certains, c'est des retours qui vous ont été faits en tout cas. Oui, on a des demandes dans le sens de... C'est vrai que les saules qu'on a implantés, c'est très dynamique. Hein. Voilà, on les met aussi pour ça. Oui. Mais du coup, ça a tendance... les gens ne comprennent parfois pas pourquoi on les laisse pousser, en fait. Voilà. Donc vous parliez de pédagogie tout à l'heure. Ça nécessite un accompagnement sur le volet communication, j'imagine, ou faire savoir... Complètement. Voilà. De la même façon que quand les communes se sont mises à faire un peu de gestion différenciée, c'est-à-dire à moins entretenir les espaces verts à ras comme des greens de golf. C'était parfois mal perçu, pas compris. On avait l'impression qu'on abandonnait les espaces Vous avez fait des tentatives urbains. qui n'ont pas été... c'est des projets qui n'ont pas été poursuivis. Alors. Si, ça a été complètement poursuivi. Très bien. Mais il y a eu une nécessité de faire de la pédagogie. De l'acculturation. C'est ça, exactement. Ouais. Parfois, c'est pas compris d'emblée. Très bien. Merci pour cette première précision. Monsieur Siméon, juste une petite question. Vous avez présenté à Camembert de la répartition des aides de l'agence tout à l'heure avec les 312 millions des agences. Hein, je crois que c'est l'ensemble. Non, c'est pour l'agence Loire-Bretagne. C'est Loire-Bretagne, 50 d'accord. millions d'euros par an. Hein. Ah oui, c'est ça. Non, mais il y avait un 312 millions, j'ai vu. Oui, mais c'est sur 6 ans. Ah, sur 6 ans, très bien. Oui. Le programme dure 6 ans. Alors, pardonnez-moi, la confusion vient du fait que le montant global sur 5 ans correspond à peu près au montant annuel de l'ensemble des agences ou quelque chose comme ça. J'avais dit 300 millions sur 2,3 millions, ça fait à peu près 15% du budget de l'agence. Oui, c'est ça. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut identifier un peu plus précisément la part des aides qui est affectée directement à la renaturation des cours d'eau en ville, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui? On a... Ça, on ne l'a pas évalué, mais je pense que ça fait un pourcentage assez important, puisque, on le verra tout à l'heure avec les exemples qui vont être exposés, il y a une opération de renaturation, il y en a qui coûtent, on va dire, 20 ou 30 000 euros, et il y en a qui peuvent coûter 10 millions d'euros. Donc, sur des très grosses opérations, il y en a qui, de manière unitaire, peuvent prendre une part significative du budget. Du budget et de l'enveloppe, j'imagine. Oui. Monsieur c'est vrai que c'est un aspect que j'aurais pu aborder hein, sur l'opération de réaménagement de la rive gauche du lac d'Allier. On est sur une opération relativement lourde, hein, c'est 22 millions d'euros. Le volet renaturation, c'est environ 5 millions d'euros et l'agence a participé à hauteur de d'1,9 million. Voilà. Ok, très bien. Donc ça, sans ce genre de soutien, c'est vrai que c'est plus difficile à porter. Oui, j'imagine. Merci beaucoup pour cette illustration. Je me tourne vers vous qui êtes présent dans cet espace conférence pour vous proposer de poser une ou deux questions éventuellement à nos intervenants. Si vous souhaitez une précision de quelque nature qu'elle soit, avez-vous des questions ou des propositions, des velléités d'intervenir en tant que témoin ou partager un retour d'expérience? Pas de questions à ce stade. Je vais vous proposer dans un instant de passer à la séquence suivante qui va concerner d'autres intervenants. Monsieur Mourin, souhaitiez-vous ajouter quelque chose à ce stade en guise de conclusion ou pour reboucler avec votre introduction? Non, je vais laisser les autres retours d'expérience être présentés, mais tout ça pour dire qu'à l'Agence de l'eau, on met en avant et on va essayer de valoriser aussi tout ce qui peut être fait sur le terrain, et je pense que
les retours d'expérience qui vont suivre vont être encore de bons exemples. Très bien, merci pour le teasing, pour cette bande-annonce que vous nous avez proposée. Et je propose qu'on vous remercie par quelques applaudissements pour votre disponibilité et votre présence aujourd'hui parmi nous. Je vous laisse regagner l'espace, le côté salle, si je puis dire. Le temps pour moi d'accueillir les 3 intervenants suivants, à savoir Vincent Jourdan, qui est chargé de mission eau et milieu aquatique à la communauté de communes de Saint-Pourçain-Sioule-Limagne. Monsieur Jérôme Boutigny, chargé de mission ouvrage de gestion des crues Saint-Étienne Métropole, qui est accompagné de Madame Maude Poncet, de la direction de l'assainissement et des rivières de cette même métropole de Saint-Étienne. Merci Madame, Messieurs, pour votre présence parmi nous. Là aussi, 3 présentations, certes assez contraintes en termes de temps, hein, j'en suis conscient, mais vous le savez, c'est aussi le principe de cet exercice qui prévoit également un temps d'échange avec les participants présents qui pourraient s'adresser à vous à l'issue de vos présentations. Alors on va commencer avec vous, Monsieur Jourdan. Vous êtes chargé de mission eau et milieu aquatique donc à la communauté de communes Saint-Pourçain-Sioule-Limagne. Pour les gens de la région qui savent bien où ça se situe. Les travaux menés, vous allez nous parler de travaux menés sur le ruisseau des Cubes à Châteauneuf, plus précisément. Je vous laisse nous en faire part un peu plus avant. Oui, bonjour à tous. Donc Vincent Jourdan, chargé de mission au milieu aquatique, animateur du contrat territorial Sioule-en-de-l'eau pour la Comcom Saint-Pourçain-Sioule-Limagne en partenariat avec le SMAT des Combrailles. Donc je vais vous reparler de la remise à ciel ouvert du ruisseau de Cubes dans sa traversée de Châteauneuf-les-Bains, des travaux qui étaient portés en direct donc, à l'échelle communale. La commune de Châteauneuf, donc c'est une petite commune, 330 habitants, située dans le Puy-de-Dôme au nord de Clermont-Ferrand, le long de la vallée de la Sioule. Donc le ruisseau de Cubes, c'est un affluent direct de la Sioule, un petit cours d'eau, une petite tête de bassin de à peu près 15 km², mais par contre avec un enjeu continuité écologique relativement fort. La Sioule sur cette portion, donc c'est un secteur de gorge. À l'amont immédiat, sont situés 2 barrages hydroélectriques EDF, barrage des Fades et barrage de Cueil, qui constituent un obstacle infranchissable pour la remontée du poisson et un verrou total. Donc ces petits cours d'eau affluents de la Sioule sur cette portion sont essentiels pour le cycle biologique de différentes espèces aquatiques, dont la truite fario, qui est l'espèce repère souvent utilisée dans ces contextes. Plus largement, donc, ces travaux s'inscrivent dans le contrat territorial Sioule-en-de-l'eau, donc à l'échelle des 2 bassins versants, donc de la rivière Sioule et de l'Andelot. Il s'étend sur 3 départements et principalement les actions sont portées par 5 comités de communes. Le bassin versant fait une superficie de 2700 km², 3500 km de cours d'eau. Et on note une grande diversité en termes de paysage et de géologie, puisque le bassin versant sur sa partie amont débute au niveau du Sancy. On traverse ensuite les Combrailles, le secteur des gorges de la Sioule, pour finir dans le secteur Ghana-Saint-Pourçain, en secteur Limagne, Grande Culture. Alors si on retourne dans le secteur Châteauneuf-les-Bains, donc précédemment, donc, vous voyez Châteauneuf-les-Bains donc, se situe en partie médiane du bassin, là où il se resserre. Donc, en bas à droite de la diapo, donc, vous voyez la rivière Sioule avec la confluence un petit peu en amont avec le ruisseau de Cubes. Le ruisseau de Cubes, il a un bassin versant très naturel avec de fortes pentes, essentiellement forestiers, un régime torrentiel. Et sur la partie complètement aval, juste avant la confluence, les différents travaux industriels, routiers, etc. ont conduit sa canalisation et sa couverture sur un linéaire de quasiment 200 mètres. Donc au début du tronçon qui est en orange, vous voyez, il y a d'abord une usine d'embouteillage d'eau, l'usine d'embouteillage d'eau de Châteauneuf. Ensuite, la traversée de la route départementale. Ensuite, il était recouvert par différents stationnements, parkings, maisons, avant de regagner la Sioule. Alors, si on regarde un petit peu plus précisément la partie proche confluence, donc je vous le disais, une couverture sur 190 mètres. À l'intérieur du tunnel, on retrouvait un radier béton sur une longueur de 60-70 mètres et un seuil infranchissable de 70 cm de hauteur. Initialement, le projet était assez peu ambitieux et prévoyait uniquement l'aménagement du seuil, l'aménagement du radier pour le rendre franchissable et la création de quelques puits de lumière pour rendre le tronçon un petit peu plus attractif. Rapidement, ce projet a été mis de côté et les élus locaux ont manifesté une forte volonté de réaliser un projet beaucoup plus ambitieux de remise à ciel ouvert du cours d'eau. Donc rapidement, les élus se sont mobilisés sur une phase d'acquisition foncière qui était un petit peu décisive pour les travaux de remise à ciel ouvert.
Et du coup, l'équipe communale a souhaité coupler cette restauration de cours d'eau à une revalorisation complète du centre-bourg pour redonner un petit peu de vie dans le bourg de Châteauneuf. Alors en termes de travaux, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc sur le plan de masse au milieu, donc vous voyez sur la partie haute du plan, donc je disais le cours d'eau couvert sur 190 mètres, mais c'est essentiellement les 2 tiers aval qui étaient très problématiques vis-à-vis de la continuité écologique. Le tiers amont, on retrouve, même s'il est couvert, on retrouve un substrat naturel. Et c'est la portion qui correspond au passage sous l'usine d'embouteillage. Donc vu qu'on est sur un secteur très encaissé, mis à part déplacer les bâtiments de l'usine, aucun projet n'est possible au niveau remise à ciel ouvert du cours d'eau à ce niveau. Donc c'est pour ça que le projet s'est rapidement orienté vers court-circuiter en fait les 2 tiers aval et recréer complètement un lit de cours d'eau. Donc la partie qui reste en tunnel a été aménagée, donc on le voit en haut du plan, le trait rouge avec les flèches bleues a été aménagé avec un déverseur latéral, simplement parce que le futur lit a été dimensionné pour un débit maximum de 9 mètres cubes secondes. Au-delà, le cours d'eau déverse dans l'ancien canal pour délester la partie aval, éviter les inondations au niveau essentiellement des 2 maisons situées en rive droite et les problèmes au niveau berge. Donc classiquement sur ce type de projet, donc les premières opérations, c'est la dérivation du cours d'eau pour pouvoir travailler complètement au sec. Une pêche électrique de sauvetage, parce que oui, il y a un radier béton dans la partie couverte, mais il y a aussi des portions avec un substrat naturel. Donc même s'il n'y avait pas beaucoup de poissons, l'objectif c'était quand même de sauver, que des poissons ne restent pas piégés dans l'emprise des travaux. Ensuite, les travaux ont consisté donc à ouvrir les parements latéraux, le mur du tunnel pour donner sur les parcelles achetées par la mairie, et ensuite à terrasser un nouveau lit. Donc vous le voyez sur la photo, un terrassement de lit très TP, très géométrique. Donc ça, en quelque sorte, c'est des discussions permanentes avec les gars sur le chantier. C'est qu'on a des plans de bureau d'études qui sont propres, on va dire, qui sont très linéaires, très cadrés. Des entreprises qui suivent à la lettre les plans au centimètre près. Mais par contre, nous, derrière, il faut arriver à leur faire comprendre qu'on veut des irrégularités, on veut des imperfections pour qu'en berge, la végétation puisse reprendre correctement. Et on veut qu'un lit de cours d'eau ressemble à quelque chose de naturel et pas à un canal. Si vous me permettez une question à ce stade, pourquoi ce n'est pas intégré dans l'étude, déjà au niveau du bureau d'études? C'est le problème. Pourquoi ce n'est pas dans leur cahier des charges, quoi? C'est dans le cahier des charges plus ou moins, mais c'est le problème de tout ce qui est dessin assisté par ordinateur. C'est facile de faire des belles courbes, c'est facile de faire ces choses-là. On fait des vues en coupe de principe, c'est très géométrique. D'accord, ok. Donc ça nécessite aussi une inculturation de la part des acteurs concernés, j'imagine, que de faire ce genre d'aménagement un petit peu différemment de ce qu'on faisait par le passé. C'est ça. L'objectif, c'est d'avoir un caractère le plus naturel possible, d'où l'importance d'une présence permanente, au moins quotidienne, on va dire, d'une personne qui techniquement peut suivre le chantier. Ça, c'est des chantiers qui sont... donc il y a une maîtrise d'œuvre, mais généralement, les marchés de maîtrise d'œuvre, c'est une demi-journée par semaine. Mais ça ne suffit pas à faire un réel suivi du chantier pour avoir un rendu à hauteur des ambitions du projet. Je vous laisse continuer, je ne voudrais pas vous ralentir. Pas de souci. Et du coup, on parlait suivi quotidien du chantier, c'est aussi parce qu'on est en milieu naturel, il y a forcément des imprévus, plus ou moins nombreux en fonction des travaux. Et là, typiquement, c'est un chantier où il y a eu beaucoup d'imprévus parce que réalité des chantiers, réalité du milieu naturel, des calages d'origine qui n'étaient pas forcément optimales. Donc voilà, vraiment une présence importante pour faire les réajustements et que l'entreprise ne perde pas de temps en phase travaux parce qu'on est sur des périodes où les travaux sont réalisés en base eau à l'étiage. Donc souvent sur la période septembre-octobre, avec des dates limites réglementaires où les travaux doivent être terminés au 31 octobre. Donc un chantier qui prend du retard, c'est un chantier qui potentiellement ne peut pas se terminer dans la période réglementaire. D'où l'intérêt d'être présent et de débloquer les situations le plus rapidement possible. Alors quelques images des aménagements en berge, donc quelque chose sur certaines portions de très minéral avec des gabions, matelas gabions, là où il y avait des enjeux, donc maisons et propriétés privées. Une recharge granulométrique complète sur l'ensemble du lit parce qu'on n'a pas réussi à retrouver des alluvions suffisamment de taille suffisamment diversifiée pour constituer un bon substrat de cours d'eau. Et là aussi, vous voyez un profil très théorique de la recharge granulométrique avec un V central qui respectait les profils de principe qui étaient présentés dans les cahiers des charges, mais qui, là aussi, il faut une présence quotidienne pour forcer une sinuosité, pour demander à la personne qui a l'appel
et de travailler un petit peu différemment que sur les plans. Sur la partie droite, ça c'est des photos de la macro-rugosité qui a été créée à l'intérieur du tunnel parce qu'il y avait une petite portion de radier-béton qui devait être maintenue, donc qui pouvait potentiellement rester infranchissable. Donc là, la solution, ça a été de créer une rugosité de fond avec des blocs, des pierres enchâssées dans du béton, en créant là aussi un lit d'étiage sinueux. Des images en phase chantier, donc de tout ce qui est génie végétal, aménagement des berges en végétal, donc différentes techniques utilisées, des fascines d'élophytes, des fascines de sol, du géotextile, des plantations. Et l'objectif, c'est de renaturer les berges, les végétaliser le plus rapidement possible pour que la structure de la berge soit maintenue naturellement. Donc voilà quelques photos 2 ans après les travaux. Donc un ruisseau de Cubes qui a un régime torrentiel, donc qui a une bonne capacité à se réajuster, à déposer des banquettes, déplacer des blocs, etc. pour avoir une bonne diversité d'écoulement. Et la photo en haut à gauche, donc du projet en parallèle de la commune de Châteauneuf de revalorisation du centre-bourg, avec la création d'une place, d'une petite terrasse pour les cafés, commerces situés à proximité, histoire de remettre le cours d'eau au centre du village. Et ça, c'est une chose qui a plutôt bien marché. Mais comme je vous disais, régime torrentiel, donc des crues. En 2017, 2 crues successives ont entraîné une importante incision du lit, donc un enfoncement vertical du lit. Là, ce qui s'est certainement passé, c'est qu'en phase étude, le régime torrentiel et la puissance du cours d'eau a largement été sous-évalué, et notamment en lien avec le déversoir latéral qui a été créé. Parce que le déversoir latéral, c'est du béton, c'est lisse, ça fait une belle courbe, donc avec une grosse mise en vitesse. Et dès la sortie du tunnel, d'un seul coup, le cours d'eau tombe sur un substrat plus meuble que du béton, donc avec un effet G, on va dire. Et ça crée, ça remobilise très rapidement les alluvions à l'aval, en berge et dans le fond du lit. Et donc, dès la fin des crues, on s'est retrouvé avec une incision jusqu'à 70 cm en profondeur et la création d'un nouvel obstacle infranchissable à l'entrée du tunnel. Donc en 2019, de nouveaux travaux de reprise du lit où différents seuils de fond ont été aménagés pour caler le profil en long sur cette partie qui est fortement soumise à l'érosion avec une recharge granulométrique complète. Donc là, quelques photos 2017-2019 pour montrer un petit peu la reprise du lit sur cette portion. Donc quelque chose qui pour le moment est stable, mais qui va encore malheureusement certainement évoluer parce que le cube est vraiment entre guillemets capricieux et un régime très torrentiel. En termes de valorisation de ces travaux, déjà en termes d'acceptation locale, donc je parlais de la place qui avait été aménagée par la commune, et cette place a permis d'organiser plusieurs événements sur place. Le fait d'avoir à nouveau une ouverture sur le cours d'eau en face des cafés, commerces, etc., ça a redonné une place vraiment au cours d'eau dans le petit bourg de Châteauneuf. Et en termes d'acceptation, les retours négatifs, il n'y en a quasiment pas eu. C'était vraiment très très rare et globalement, il y a une très bonne acceptation. Et maintenant, le ruisseau de Cubes fait partie du bourg de Châteauneuf. Ces travaux ont fait l'objet d'une fiche aussi dans le recueil d'expériences hydromorpho de l'OFB en 2017, ainsi qu'une récompense au Trophée de l'eau Loire-Bretagne la même année. En termes de montant d'opération, donc là, on est à 250 000 € hors taxe, études, acquisitions, travaux, aménagements et la reprise des travaux en 2019, avec un partenariat financier de l'Agence de l'eau, du FEDER Région, de la Fédération de pêche du Puy-de-Dôme et après un autofinancement commune de Châteauneuf. En termes de perspective sur le prochain programme de travaux du contrat territorial, les élus ont souhaité mettre l'accent justement sur ces cours d'eau en contexte centre-bourg ou urbain, et notamment par rapport donc, aux aménagements passés. Donc en centre-bourg, comme sur les photos que vous avez dans cette diapo, donc on a des cours d'eau qui sont contraints par des enrochements, rive droite, rive gauche, par des murs en béton banché, des ouvrages, et souvent des surlargeurs ont été créés au niveau de ces ouvrages. Des surlargeurs simplement pour augmenter la capacité du cours d'eau en période de crue, mais un cours d'eau naturellement tend vers un profil naturel qui n'a rien à voir avec les choses qu'on aimerait forcer nous par rapport à nos enjeux humains. Donc on se retrouve très souvent, quasiment tout le temps, avec des cours d'eau qui se réajustent, qui se referment pour retrouver un gabarit naturel, un fonctionnement naturel,
et tous les 5-6 ans, un curage de ces atterrissements. Donc là, l'objectif des actions, ça va être de mener des études, des travaux pour éviter cet entretien trop régulier des cours d'eau et qu'ils aient un fonctionnement naturel, un bon fonctionnement hydromorphologique en lien avec les inondations. Merci beaucoup, Monsieur Jourdan, pour cette présentation qui va être suivie par une ultime présentation qui nous est proposée à 2 voix par Jérôme Boutini, chargé de mission ouvrage de gestion des crues, et Maude Poncé, direction de l'assainissement et des rivières, tous deux en provenance de Saint-Étienne Métropole, qui vont nous parler de découverture et de restauration hydromorphologique d'un tronçon de rivière qui répond à de multiples enjeux. Donc vous allez nous parler, il s'agit de Londenon à la Ricamarie. Voilà, nous sommes dans la Loire avec vous et je vous laisse nous faire cette présentation à 2 voix comme prévu avant de prendre éventuellement 1 ou 2 questions à l'approche de la fin de notre conférence. Donc bonjour à tous, je vais commencer la présentation puis je laisserai la parole à Jérôme qui a suivi les travaux. On fait partie de Saint-Étienne Métropole, donc on vous a mis une carte, hein, on est à peu près au centre de la France, pas très loin de Vichy finalement. On a 3 rivières principales sur le territoire, donc le Furan, le Gier et l'Ondaine. Donc en quelques chiffres, on a le statut de métropole depuis le 1er janvier 2018. On compte 53 communes, ce qui représente un peu plus de 400 000 habitants pour 724 km². On a 5 contrats de rivières sur le territoire, dont 3 qui sont classés en TRI, donc territoire à risque d'inondation. Donc on en a un sur le Gier depuis 1996, donc le Gier qui est sur le bassin versant de Rhône-Méditerranée-Corse avec l'agence de l'eau RMC. On a un contrat de rivière sur l'Ondaine depuis 1999 et sur le Liseron, qui est un petit cours d'eau un peu au nord de l'Ondaine, qui a été intégré au contrat en 2014. Un contrat de rivière sur le bassin du Furan depuis 2005 et l'ensemble de ces contrats sont maintenant gérés par la métropole depuis 2005. La compétence GEMAPI, on l'a depuis 2017 et donc on a un nouveau contrat territorial Furan-Ondaine-Liseron qui a été validé par l'agence de l'eau au 1er janvier de cette année et qui va jusqu'en 2025. Donc en termes de personnel, je suis la chargée de mission animation. On a un chargé de mission aménagement de rivière et ouvrage hydraulique, 2 techniciens de rivière, un sur le côté Furan, un sur le côté Ondaine-Liseron, 2 équipes d'entretien de 6 agents et 2 techniciens référents eau et industrie parce qu'on est des contrats de rivière où il y a une problématique industrielle assez forte. Donc le bassin versant de l'Ondaine qui est représenté ici est un bassin versant qui est très exposé au risque d'inondation vu qu'il fait partie du territoire à risque d'inondation de Saint-Étienne. On a un relief très marqué avec des pentes assez importantes, un réseau hydrographique compact avec de fortes pluies orageuses ou cévenoles. Et on a les habitants qui sont concentrés principalement dans la vallée qui est très encaissée, donc avec des enjeux qui sont vraiment sur les zones les plus inondables, on va dire. Et donc le chantier qui va vous être présenté a été intégré dans l'ancien contrat de rivière Ondaine et également dans le papier Ondaine, donc plan d'action et de prévention des inondations, qui est un programme que l'on mène avec l'État sur le bassin versant de l'Ondaine. Donc voilà, la fiche action était et dans le contrat de rivière et dans le papier Ondaine parce qu'on a des enjeux de renaturation de cours d'eau mais également de gestion du risque inondation. Bonjour. Alors, la découverture de l'Ondaine a été nécessaire afin d'assurer la protection des berges, puisque une de nos clés d'entrée dans le choix des interventions, c'est le risque d'inondation. On est territoire à risque d'inondation. Et on verra que quasiment systématiquement, les cours d'eau ont été... il y a des interventions humaines assez importantes dessus. Ils ont été canalisés et la biodiversité est assez pauvre. L'objectif, c'est d'arriver à faire passer la crue de fréquence retour 100 ans, dite crue centenale, qui arrive, comme tout le monde sait, qui a le risque d'arriver une fois sur 100 tous les ans. Et l'objectif, c'est de rendre le maximum de place à la rivière, de façon à accueillir cette crue et à pouvoir renaturer, et améliorer la
franchissabilité des obstacles pour les poissons et retrouver un lit plus naturel. Améliorer l'aspect visuel parce qu'on est très souvent en zone urbaine, hein, et intégrer, très souvent, on intègre la création d'une piste cyclable en bordure du cours d'eau. Et l'objectif, tout ça, c'est d'arriver à améliorer le cadre de vie des habitants et la mise en valeur du cours d'eau. Alors, sur le projet qui nous intéresse, eh ben, on avait comme propriétaire la commune de la Ricamarie, la métropole, un partenaire, le Toit Forésien, qui était un bailleur social relativement important, et puis un petit élément perturbateur, RFF, c'est Réseau Français de France, vous verrez, qui traverse le projet. Alors, le contexte et des contraintes du principal projet, c'est qu'on est en milieu urbain, avec une rivière qui est artificialisée. On a une voie ferrée qui traverse le site. Hein, alors, la voie ferrée date des années 1875. Et à l'époque, rien ne leur faisait peur. Ils ont même implanté un pont-canal pour que la rivière franchisse la voie ferrée. Comme ça ne suffisait pas, on est aussi en zone d'aléas miniers. La Ricamarie était une zone de production de charbon importante au XIXe siècle. Qui dit mine dit sol pollué. Et on a la présence d'un ERP. Il y avait un parking relais pour accueillir des voitures pour les gens qui prenaient le train. Et puis un lit qui était qualifié de lit perché le long de la rivière. Et des bâtiments qui étaient présents sur le nouveau tracé. Et on a eu la chance de donner l'OS de démarrage du chantier en février 2019, 3 semaines avant le confinement du Covid, pour le Covid. En 2020 alors 2020, oui. Alors, vous avez ici une photo de la rivière du site en 1950, hein, et voilà. Vous avez le tracé de la rivière qui était alors déjà un peu chamboulé à cause de la voie ferrée, hein, mais on avait quand même quelque chose qui était un peu naturel. Dans les années 79, hein, eh ben, la rivière a été canalisée sur une grande partie du linéaire. Et en 2019, eh ben, on avait des installations, des équipements. Hein, au nord de la rivière, on a une salle de spectacle. Sur la gauche de la photo, il y a une grande plaine qui était non occupée. Alors elle a été non occupée parce que la densité d'arsenic sur la parcelle la rendait un peu impropre à la construction. Alors on avait le pont-canal et puis des couvertures assez importantes. Alors, vous avez quelques photos de la rivière. Hein, sur la photo en haut à gauche, eh ben, la rivière sortait de dessous une maison pour être canalisée. Alors, ils avaient mis une grille parce que quand ça débordait, fallait de la place pour la rivière. Et puis, vous avez un chenal. La rivière était canalisée dans un chenal béton sur les 3 faces. Et puis, vous avez une photo en bas à gauche du pont-canal qui permet le franchissement de la voie ferrée. Voilà, une photo avant travaux. Cette grande plaine qui était inoccupée, inutilisée. Alors, il y a eu des grandes discussions au départ avec la SNCF pour voir où implanter le cours d'eau. Il y a eu 2 hypothèses, soit le long de la voie ferrée, soit en l'éloignant le maximum de la voie ferrée. C'est cette solution qui a été retenue, qui nous a obligés à faire une section pas très naturelle, assez bétonnée, assez minérale, parce que l'emprise foncière disponible ne nous permettait pas de faire quelque chose de plus naturel. Voilà, c'est des compromis qu'on a été obligés d'accepter.
On a été obligé aussi de déplacer un peu le tracé du cours d'eau parce qu'on avait l'entrée d'une ancienne fendue assez proche du tracé là où on voulait implanter la rivière. Donc on a été obligé de retravailler. On a déplacé un stade de boules, on a fait de la place pour un stade de foot pour les jeunes de la commune. Alors voilà, vous avez une vue d'ensemble, vue aérienne faite par drone après travaux. Hein, on voit bien la voie ferrée sur la gauche et la rivière qui serpente et qui passe devant la salle de spectacle avec cette section assez minérale. Ah oui, alors il y avait... Oui, je ne sais pas comment on accède. Ouais, on a une petite vidéo. Alors je ne sais pas si vous avez la possibilité. Je pense qu'on va vous la lancer depuis la régie. Comme prévu, elle devrait apparaître. Voilà. Alors ça, c'est la partie la plus minérale du cours d'eau. On a essayé quand même de conserver quelque chose, de recréer quelque chose d'assez naturel. On a réimplanté un nouveau pont. Et puis on a refait du génie végétal. Hein, on verra les chiffres tout à l'heure. Le coût du génie végétal était assez conséquent dans ce projet. Voilà. Alors il a été recréé une passe à poissons pour pouvoir relier raccorder l'altimétrie de la rivière entre le pont canal et puis le reste du circuit. Voilà cette petite vidéo. Alors, pour la petite histoire, c'est à l'échelle du projet, ça coûte un petit peu, mais c'est un super outil de communication et ça reste à la marge, assez anecdotique quand on verra les montants dépensés. Alors voilà, vous avez des photos après, voilà, ça a une autre tête qu'un vilain chenal en béton. Hein, alors une des difficultés qu'on a eues, c'est qu'on travaille sur site pollué, hein, et ça c'est une réelle contrainte. On intègre systématiquement maintenant un AMO pour nous seconder dans cette gestion des terres polluées, parce que là on peut passer de projet le projet peut le prix du projet peut quadrupler simplement à cause de ces histoires de terres polluées. Donc investir dans un AMO, c'est rentable. Parce qu'il va nous aider à trouver les bonnes filières, les bonnes méthodes. Ça vous a évité quelques petites déconvenues, on va dire. Ouais. Oui, on a eu... Voilà. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on a réinstallé un cours d'eau ni à une altimétrie qu'elle n'a jamais connue, ni sur un linéaire qu'elle n'a jamais connu non plus. Hein, et c'est vrai que la qualité des matériaux qu'on a rencontrés était... ponctuellement médiocre, et on a observé des incisions de lit sur la droite, on le voit, il y a la rivière qui s'est incisée. Hein, c'est le retour d'expérience qu'on a, où il faudra qu'on soit bien plus vigilant d'entrée de jeu à refaire un substratum sur lequel va s'écouler la rivière plus costaud que ce qu'on avait imaginé la première fois. Et voilà donc pour les montants. Sur les montants, voilà, on est sur une opération globale de 3,7 millions. Alors, 3 000 ou 4 000 euros pour une vidéo, ça reste anecdotique. Hein. Le terrassement, c'est 2,5 millions et 450 000 euros de génie végétal. Avec une partie du foncier, 637 000. Là, on était obligé d'acheter 4 maisons pour les détruire parce qu'on avait besoin de place pour redonner de la place à la rivière. Voilà, on casse beaucoup de bâtiments pour pouvoir redonner la place à la rivière. Les travaux ont commencé février 2020, on a fini en novembre 2021. Voilà.
avec les partenaires financiers, l'agence de l'eau qui est largement intervenue sur ce dossier-là, l'État qui est intervenu au titre du PAPI, Ondaine, et puis la région Auvergne et le département de la Loire. Merci beaucoup, Monsieur Boutini. Je vous en prie, vous en avez terminé? Non, j'ai terminé. Ah bon? Parfait, merci, j'avais un doute. Hein. Merci beaucoup. Je me tourne vers nos participants pour... voilà, bah, écoutez, ça fait partie des choses qu'on aurait pu développer, mais on pourrait y revenir dans un instant. Y a-t-il des questions à l'attention de nos intervenants à ce stade après vos présentations? Je vous laisse donc du coup peut-être continuer sur les suites à donner. Du coup, vous aviez peut-être des messages à nous faire à partager à ce stade. Alors, la suite à donner, le maire et l'équipe municipale ont été vraiment très satisfaits du travail réalisé et poussent un petit peu à ce que la partie amont de la commune, qui est elle aussi canalisée, fasse l'objet d'une découverture. Il y a un gros attendu de la municipalité sur une requalification du centre de la commune. Donc, expérience concluante. Au-delà des élus, quel est le niveau d'acceptation des riverains, des citoyens? Est-ce qu'il y a un semblant d'intérêt au moins déjà pour ce genre de travaux? Si, il y a un intérêt parce que c'est vrai qu'on retrouve quelque chose de bien plus qualitatif. Hein. Ceci dit, il y a beaucoup de pédagogie à faire pour que la rivière ne redevienne pas un égout à ciel ouvert, hein, ou un endroit où on se débarrasse de ces papiers. Donc il y a un gros travail de pédagogie qui va être mené principalement par la commune pour que cet espace qui est quand même de qualité le reste. Très bien, merci. Monsieur Jourdan, je reviens sur le projet que vous nous avez décrit, que vous nous avez montré. Là aussi avec force photo, et on a très bien compris la problématique. Alors, en gros, la nature reprend ses droits, vous l'avez dit, vous avez été victime d'incisions, de débits qui n'étaient pas forcément prévus. En tout cas, le lit tel que vous l'aviez conçu a lui aussi évolué assez rapidement. Vous avez donc, vous nous l'avez démontré, le chantier a fait l'objet d'ajustements, peut-être en cours de réalisation d'ailleurs, et puis on se rend compte qu'il y a peut-être des travaux à prévoir a posteriori. Quel serait votre message si c'était à refaire, et si vous aviez pu anticiper ce genre d'événement, quelle serait la bonne suggestion que vous pourriez faire pour celles et ceux qui entreprendraient ce genre de travaux de renaturation ou de réaménagement tel que nous l'avons découvert? Le premier conseil, c'est sur des cours d'eau, même des fois de faible pente, ne jamais sous-estimer la puissance d'un cours d'eau, notamment en période d'inondation. On est toujours surpris parce que souvent on recrée des cours d'eau, comme vous le disiez, là où ils n'ont jamais été. Donc les substrats, le sous-sol n'est pas forcément fait pour accueillir un cours d'eau, et souvent on néglige le calage on recrée quelque chose de la main de l'homme. Donc faut quand même, c'est des choses à anticiper si on ne veut pas se retrouver avec trop de désagréments. Et après, ça c'est une chose qui est plus difficile à appréhender, c'est le suivi après chantier. Bien avoir en tête qu'il va y avoir des reprises, quoi qu'il arrive, que ce soit de la végétation, parce que année de sécheresse, parce que crue exceptionnelle, parce que quelques embâcles. Enfin, on est sur un milieu vivant, sur un milieu naturel, donc il y a forcément des réajustements. D'adaptation à prévoir et d'ajustements successifs. Et en fonction des contraintes latérales qui seront maintenues ou pas, là aussi il va falloir anticiper en quelque sorte les choses. Je laisserai Monsieur Mourin intervenir s'il le souhaite, mais j'imagine que certains porteurs de projets doivent anticiper ce genre de choses, et on peut imaginer qu'ils l'indiquent, en tout cas qu'ils le mettent un certain montant ou certaines enveloppes dans leur enveloppe globale pour anticiper ce genre de situation. Oui, juste pour venir en complément, je dirais, systématiquement, lorsqu'on fait des aménagements de cours d'eau, on fait de la modélisation hydraulique. Sur un projet comme celui-ci, c'est un coût de moins de 10 000 euros, hein, et on sait l'emprise dont on a besoin pour arriver à recréer un lit de rivière pour une crue de fréquence retour 100 ans qui est assez classiquement la crue retenue dans les plans de prévention des risques d'inondation. Hein. Mais c'est quelque chose qui coûte un petit peu. Il y a des bureaux d'études compétents, il y a des logiciels libres qui sont accessibles par tout le monde, et on s'y retrouve à la fin largement. Hein. Et nous, comme on a un volet
plan de prévention des risques d'inondation. À la fin de nos projets, eh ben, on refait faire une modélisation pour s'assurer que le travail commandé a bien été réalisé. Et on peut aussi ressortir toutes les cartes qui vont être utilisées par la DDT pour intégrer le nouveau tracé et les travaux dans le PPRNPI qui est en cours de validation. Très bien. Monsieur Boutini, encore une question, peut-être pour terminer. Alors, vous nous avez déjà fait part d'un certain nombre de recommandations ou de conseils. Plus globalement, avec le recul dont vous disposez aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez différemment? Qu'est-ce que vous auriez anticipé différemment? Même si vous nous avez déjà donné à voir. Voilà. Mais qu'est-ce qui serait vraiment le tiercé de vos priorités, je dirais, si vous preniez les choses différemment aujourd'hui? Alors, on a eu plein de surprises durant ce chantier. Comme dès qu'on fait du chantier, voilà, ça ne se passe pas comme c'est écrit. Mais le conseil principal, c'est ces histoires de substratum que monsieur a rencontré aussi. Hein, c'est pas négligé et bien appréhender ce volet-là parce que ça va permettre de caler la rivière dans le lit qu'on lui a choisi. Alors vous nous avez fait part de l'intérêt aussi de vous associer les services d'un AMO adapté à la problématique rencontrée. Donc oui. C'est valable pour d'autres situations, j'imagine. Ouais, voilà. Dès qu'il y a des terrains pollués, je pense que c'est une approche qui est intéressante à reprendre. Hein. Et puis, pour valider un petit peu le travail qu'on a réalisé sur ces cours d'eau, ben, on a appris, on fait faire des IAM ou des suivis de morphologie du cours d'eau et puis des inventaires faune-flore avant-après pour voir le gain environnemental qu'on a grâce aux travaux. Hein, je pense que ça va être une demande assez forte de nos financeurs pour valider et pour continuer à nous financer. Merci Monsieur Boutini pour ces précisions. Monsieur Mourin, si vous le permettez, je vais vous solliciter une dernière fois, peut-être pour rebondir sur ce que vous avez entendu et nous faire part de quelques messages ultimes à ce stade pour ce qui concerne les projets de ce type et les modes d'accompagnement ou les moyens d'accompagnement que peut proposer l'Agence de l'eau pour ce faire. Oui, merci. Alors j'ai bien noté le besoin de communication sur les projets, le besoin d'AMO aussi que vous avez mis en avant, le fait de faire des suivis bien aussi calés dans les études préalables, la partie hydraulique sur des secteurs qui ont des cours d'eau avec une forte puissance. À l'Agence de l'eau, on a été, comme vous sans doute, interpellé par ce type de projet en milieu urbain, intéressé. On pense qu'il y a un caractère fort d'évolution. Il y a aussi des masses d'eau très dégradées. Et donc on réfléchit actuellement à un appel à projet de restauration de cours d'eau urbains, probablement pour 2023 ou 2024. Ça participe aussi au plan de renaturation des villes et sans doute une façon d'utiliser à bon escient des crédits du fonds vert pour la nature en France qui sera mis en place. Donc on réfléchit à ça actuellement et je pense que tous vos retours d'expérience, on va aussi les utiliser pour ça à l'avenir. Ça pourrait venir se conjuguer aussi, j'imagine, avec toute la place qu'on essaie de redonner à l'eau en ville en parallèle des aménagements, nouveaux aménagements paysagers, de la revégétalisation des villes, notamment pour ces îlots de fraîcheur, par exemple, dont on a parlé, ou tous les attendus par rapport au changement climatique. Oui, c'est ça. Donc sans doute un volet renaturation de cours d'eau, ce qu'on peut faire, et sans doute aussi le lier avec les questions sur l'eau en ville, la gestion de la désimperméabilisation. On serait sans doute dans quelque chose d'assez couplé pour vraiment être plus efficace. Merci beaucoup, Monsieur Mourin. Monsieur Boutini, Madame Poncet, merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui pour nous faire part de ce témoignage, dont je rappelle qu'il a été enregistré intégralement en vidéo. Donc, n'hésitez pas à user, à abuser du lien qui sera disponible sur le site de Cyclo Vichy 2022, qui vous permettra de le diffuser le plus largement possible. Merci pour vos recommandations, vos retours d'expérience, qui seront, je pense, tout à fait utiles
à celles et ceux qui porteront des projets qui ressembleront aux vôtres. C'est le même cas pour Monsieur Jourdan, bien sûr. Merci à vous également d'être venu parmi nous. Et puis je vais proposer à notre Assemblée, comme nous avons coutume de le faire, entre gens bien intentionnés, c'est de ne pas oublier de remercier nos invités pour leur venue et leur participation. Merci, merci pour eux. Voilà, juste quelques éléments pour ma part pour terminer à l'issue de cette ultime conférence de l'édition 2022 de Cyclo Vichy. Je vous rappelle que le salon reste ouvert jusqu'à 17h ce soir. N'hésitez pas à rendre visite aux exposants et profiter de ce temps pour ce faire. Le prochain rendez-vous que nous vous donnons, c'est en 2023 à Bordeaux. Pour une prochaine édition, pendant la journée mondiale de l'eau d'ailleurs, les 22 et 23 mars. Et puis très certainement sera organisée une journée technique à Vichy entre-temps ou autour de ces dates. Donc merci de rester attentif à l'actualité de Cyclo, à laquelle vous participez toujours avec beaucoup d'intérêt pour tous les spectateurs et tous ceux qui verront et reverront vos interventions. Merci encore, bonne fin de journée à toutes et tous et à une prochaine édition. 3, 2, 1.